Ce qui fait l'amabilité d'une ville ne peut pas être produit à l'identique. Et dans les deux exemples que nous allons étudier ensemble, c'est-à-dire aussi bien Nantes que Lyon, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de similitudes de sites, parce qu'il y a un fleuve ou deux fleuves, donc une île ou deux îles, une presqu'île, il y a des bords plutôt boisés ou plantés, disons, et puis en même temps, il y a un centre-ville qui se profile un peu à l'horizon. Et chaque étape d'intégration de ces nouveaux sites dans le site plus grand se fait de la même manière. Si on devait, au regard de tous les grands projets urbains français, travailler par apparentement, de fait, il y a beaucoup d'analogies ou de similitudes entre ce qui peut être fait sur l'île de Nantes et Lyon-Confluence. Voilà, c'est le projet urbain dont on se rapproche le plus, très clairement. Il y a un sujet commun qui est, d'une certaine manière, la reprise de friches et la reconquête des fleuves qui dessinent les deux métropoles. Nantes, c'est étonnant, nos cousins, j'allais dire, parce que morphologiquement, oui, effectivement, l'île de Nantes, elle est posée à côté du centre-ville. On pourrait citer aussi Marseille avec Euromède sur cette extension. Mais oui, ça fait partie des collectivités qui ont comme ça cette chance de pouvoir intervenir, on en est très conscient, nous, sur quelque chose qui est d'unique, tellement il est porteur d'identité et de valeurs pour la collectivité et pour la métropole de Lyon. Alors la commande telle qu'elle est posée, c'est l'aube des années 2000, sur un territoire en déshérence, d'anciennes friches qui se désindustrialisent, les terrains les plus pollués de France, pas une seule construction. Et je retrouve un territoire extraordinaire entre Saône et Rhône, dans un paysage qui est magnifique. Et donc, le travail qu'on a fait, les réflexions qu'on a menées avec les services des collectivités, c'est d'inscrire la Confluence en dézoomant, en disant à l'échelle de l'agglomération, qu'est-ce qui fait sens ici? Et ce qui s'est imposé assez vite, c'est le dessin. Ce que représente la Confluence, c'est un doublement de l'hypercentre-ville. On projette 1 million de mètres carrés supplémentaires, on projette donc de tripler le nombre d'habitants, de quadrupler le nombre de salariés, donc il ne faut pas faire semblant. Quand on travaille dans le domaine de l'aménagement, on est tous confrontés à cette question de la ville générique en réalité. Et les moyens, d'abord la vision politique, les moyens qu'on met en place et les modalités économiques de cette ville sont extrêmement importants dans le fait de rendre la ville plus ou moins générique. L'histoire, elle est quoi sur l'île de Nantes? C'est on part d'une friche industrielle, portuaire, où à la fois on exploitait un port et on fabriquait des bateaux, mais pas que, il y avait tout un passé industriel, et ce, en face de la ville historique. C'est un peu un des fondamentaux du projet de l'île de Nantes, et je pense qu'on le croise avec celui de Lyon-Confluence, c'est-à-dire effectivement l'énorme chance de pouvoir offrir de nouveaux quartiers tout en étant tout proche du centre-ville. Et donc c'était aussi c'est une réponse à l'étalement urbain qui est quand même une catastrophe un peu partout.
Sur Confluence, et ça aussi c'était un pari assez fort, qui a été posé en 2005-2006, première consultation sur le secteur des docks et autour de la place nautique. Personne ne voulait venir. Territoire le plus pollué de France, ça semble dingue de dire ça maintenant, mais c'est bien de le rappeler. On avait un très grand mal à crédibiliser ce projet. Personne n'y croyait. Sur les premières parties de Confluence émergente, il fallait frapper fort et vite, et avec une commande d'attirer des gondons. Donc que ce soit sur le secteur des docks, le travail avec VNF et Caisse des dépôts, ou autour de la DARS, l'accent a été mis fortement sur l'architecture, avec cette superposition bureau, logement, commerce, tertiaire, pour donner assez vite une densité d'usage à ce qu'on démarrait. Et clairement et sans renier ce qui a été fait, ce qui a été posé, ce qui a été surexposé médiatiquement, effectivement, le cube orange, le cube vert, on l'a sur toutes les publications de la Confluence. Et on ne le renie pas. Très tôt, tout ça est décidé et très tôt, tout ça est lancé dans une même période de temps pour que les premiers qui pouvaient s'intéresser au quartier ne se retrouvent pas comme des indigènes seuls au milieu de la pampa. À peu près 1500 nouveaux habitants sont accueillis en l'espace de 2 ans. Quelques centaines ou quelques milliers de salariés vont pouvoir venir aussi dans un temps relativement rapproché. Donc c'est une conquête au départ rapide, très structurée, avec du paysage, avec des rues, des cours, des jardins, des arbres, des logements pour tous les publics, et puis un lieu avec cinéma, restaurant, hôtel, magasin, qui va tout de suite embrayer avec ce qu'on a en tête sans doute quand on parle de la ville animée. Ici, l'ambition pour Confluence, pour le quartier de Confluence, ça a été de créer un lieu de commerce atypique, avec énormément de services de proximité, pour répondre évidemment aux besoins et aux demandes des habitants du quartier, mais aussi des personnes qui travaillent dans le quartier, puisqu'il y en a beaucoup. Et donc, en ça, le pôle de commerce et de loisirs de Confluence est vraiment la place centrale, comme un peu la place du marché du quartier, et sert à la fois de lieu de commodité, je dirais, pour tout ce qui est proximité pour les personnes qui vivent et travaillent dans le quartier, mais aussi lieu de destination pour des personnes qui souhaiteraient venir de plus loin. Et bien évidemment, depuis, tout ce qui s'est construit dans le quartier s'est construit autour de Confluence et du pôle de commerce et de loisirs. Et pour moi, Confluence est vraiment le cœur du quartier. Projet urbain, comme d'ailleurs celui de Lyon Confluence, part d'un tissu, part d'un territoire qui a déjà une identité et avec laquelle il faut composer et savoir très précisément ce qui doit être conservé, ce qui doit être transformé ou ce qui doit être construit sur du neuf. Voilà. On a su fabriquer de la ville sur la ville et c'est Alexandre Chemetov qui nous l'a appris, mais également il y a eu un apport et un concours assez important d'Anne-Mie de Point. C'est un projet qui est ancré dans son territoire. Il y a eu donc plusieurs équipes qui ont participé à l'élaboration de ce projet. La première, ça a commencé donc en 2000 avec l'agence Alexandre Chemetov, le paysagiste, urbaniste, qui a donc mis en fait les prémices de ce qu'est l'île de Nantes aujourd'hui. Quand on parle maintenant l'île de Nantes, c'est pratiquement pas un label, mais c'est une identité. On parle de l'identité île de Nantes. Et puis, donc déjà, Alexandre Chemetov a travaillé pendant 10 ans. Il a travaillé sur toute l'île. C'était comment on fait de l'urbanisme, comment on crée de la ville à partir du déjà là. Et au fond, là, c'est vraiment partir du contexte existant
et de faire un peu ce que j'appellerais de l'acupuncture urbaine. C'est-à-dire que vraiment, on adapte, on fait des propositions. Bien sûr, il y a des grandes propositions, mais elles sont complètement greffées sur un tissu, même aussi banal, peut-être semblait-il à l'époque, mais c'est ce qui a fait le charme, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. Et l'espace public a été aussi le ferment, je dirais, une des grandes lignes posées par Alexandre, de dire que l'espace public, c'est ce qui va réunir, au fond, les différences, que ce soit, à un moment, on parle d'architecture des années 70, mais ici, on est dans ce patrimoine industriel des chantiers navals, enfin, de cette architecture-là. Donc, c'est comment, cet espace public est le liant. La première entrée qui a été beaucoup portée par Alexandre Chemetov en tant que paysagiste, c'est de faire avec le patrimoine. C'est extrêmement important. Le grand patrimoine, les nefs, ça s'avère presque un caractère d'évidence, mais pas que. C'est aussi une attention très particulière portée point par point à tout ce qui pouvait faire mémoire et éviter, je dirais, de la tabula rasa. Hein. C'est très clair. Donc ça a été un élément de projet extrêmement important qui a continué dans tout le projet. Et ce qui est très intéressant, c'est de resituer ça dans les années 2000. C'est-à-dire que cette question du patrimoine réutilisé, c'est aussi du réemploi. Et il y a quelque chose de très contemporain qui est presque banal aujourd'hui, mais il faut le resituer dans les années 2000, était tout à fait novateur. Et il faut avouer que sur l'île de Nantes, Alexandre Chemetov est venu inventer beaucoup de choses, notamment sur le côté justement un peu rustique des aménagements. C'est quelque chose qui a été extrêmement important à une époque où il faut se rappeler, dans les années 2000, tout le monde allait à Barcelone voir des espaces publics extrêmement bien dessinés et somme toute souvent assez coûteux. Une des originalités de départ du projet, y compris dans sa commande politique, ça a été de considérer que le projet culturel était consubstantiel du projet urbain. C'est-à-dire qu'on installe dans le projet urbain un élément qui va être là tous les jours. L'éléphant, il sort tous les jours et il devient un élément du projet urbain. Ça, c'est extrêmement important, puisque par exemple, les nefs dessinées par Alexandre Chemetov ont été dessinées pour l'éléphant. La ville renversée par l'art, c'est une identité quelque part un peu artificielle, mais qui a été voulue comme ça. C'est une manière de créer une nouvelle image. Et on en a pour preuve que l'éléphant, en termes de notoriété, dépasse le château d'Anne de Bretagne. Et puis aussi, la troisième dimension culturelle importante, c'est l'art et l'urbanisme. Et donc ça, c'est tout le travail qui a été depuis de très longue date fait par Jean Blaise, qui est le grand médiateur culturel de Nantes historique, et qui a démarré aussi dans la genèse du projet avec le Festival des Allumés, et il a été pratiquement un des premiers initiateurs de cette notion très en vogue à l'heure actuelle, de dire comment on peut réenchanter le site avant de l'aménager. Lui, il l'a fait un peu avant tout le monde. Lorsqu'en 2006, nous dessinons avec Michel Desvignes et François Galter ce projet, en ménageant cette part très importante d'espace public, on fait part à la biodiversité, où on décide sur les immeubles d'installer des normes qui sont déjà aux normes 2050, alors qu'on est en 2006, c'est-à-dire des bâtiments qui ne consomment pas plus de 15 kWh en chauffage, où le peu qui est consommé est alimenté à 80% par des énergies renouvelables, du bois, du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, etc. On a déjà les fondamentaux de ce qu'on souhaite et de ce qu'on tient. Des immeubles, des espaces publics, la biodiversité extrêmement confortable avec des qualités de vue, des traversants, etc. Et pas simplement dans la technologie, très peu énergétivore et le peu qu'il consomme alimenté à 80% par les ENR. Ça, c'est le clé de voûte. On l'a en 2005, on l'a toujours en 2019 aujourd'hui.
sur la confluence, la commande politique était pas forcément de faire un écoquartier. La commande politique de départ, c'était d'intégrer la question environnementale dans une démarche urbaine. On est ici dans un quartier novateur, démonstrateur, alors qui est critiquable par plein de biais, c'est évident, on teste. Donc évidemment, tester, c'est se tromper. Ça aussi, c'est important, on a le droit de se tromper. Mais du coup, de donner envie et de tester la reproductibilité de ce qu'on a fait. Et c'est ça l'objectif qu'on se donne, nous, ici, à Confluence. C'est que ce soit reproductible ailleurs. Quand on pose un prototype, comme c'est le cas de Icaris, qu'on fabrique une Ferrari derrière, effectivement, c'est comment on va passer à la Clio. Donc, on pousse les feux assez loin, on observe ce qu'on a fabriqué, y compris dans qu'est-ce qui est durable dans la technologie qu'on met, comment ça ne tombe pas en panne, parce que c'est tombé en panne, à quel prix, combien ça coûte de maintenir des installations très technologiques, très numériques. On a pu avoir des excès, et là, on a une sanction immédiate qui est l'utilisateur, l'habitant, celui qui travaille dans le bureau. Mais pour atteindre ces performances sur ce qui nous tient vers des bâtiments qui consomment très peu, à 80% par des énergies renouvelables, ce qui est encore un fait inédit en France, on est à 20% moyen, il fallait avoir des bâtiments qui soient isolés par l'extérieur, à l'époque. D'où presque cette galaxie, cette écriture de façade avec du bardage, du verre, des colorimétries qui étaient laissées assez libres à l'époque par nous et nos urbanistes. La caractéristique de la Samoa tient au fait qu'on a deux missions. On est à la fois aménageur urbain et en même temps, on a une agence de développement économique. Et cette équipe de développement économique est fondée à regarder quels sont les profils et les types d'entreprises qui rentrent sur tel ou tel quartier, dans la mesure où, d'une certaine manière, aussi, on soutient les filières. Assez tôt sur l'île de Nantes, on a réfléchi à caractériser ou différencier ce qu'on allait appeler le quartier de la création, notamment sur les industries créatives et culturelles, parce qu'il y avait une présence assez forte d'acteurs et de collectifs culturels, parce que Jean Blaise avait réactivé le territoire. Il a fait découvrir en fait un bon nombre de Nantais, parce que c'est d'abord un territoire industriel, donc relativement fermé sur lui-même. Et en même temps, ça a été une démarche construite, puisque assez vite, on s'est posé la question de savoir dans quelles conditions on pouvait associer dans un quartier à la fois des artistes, des enseignants, des étudiants, mais aussi ce qu'on allait appeler des start-up, c'est-à-dire l'économie de la connaissance émergente qui trouve son nid d'une certaine manière dans les métropoles. Il y avait une parcelle ici qui était inoccupée, qui avait un potentiel de réhabilitation et d'utilisation sur une période relativement longue, une douzaine d'années. Donc c'est un moyen d'occuper le territoire et de l'occuper sur la réhabilitation et d'inscrire un pôle d'innovation sociale et territoriale en plein cœur de ville sur l'île de Nantes. C'est donner à voir sur cette forme d'entrepreneuriat et de coopération et de jouer à fond la coopération, notamment des petits, des gens qui se lancent sur deux champs de l'innovation sociale, sociétale, environnementale, et qui permettent de donner de la visibilité à ces entreprises-là qui démarrent, avec le territoire et avec aussi cet espace-là.
si on fait dans la même journée un périple à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, et là je me cantonne dans les grandes métropoles, et il y en a plein d'autres, il y a plein de mécanismes de production, mécanismes économiques de production de la ville, qui fait qu'on est assez facilement amené à fabriquer une ville qui, dans sa forme, est assez générique. On peut aller à Tokyo, à Séoul, à Sao Paulo, à New York, à Lyon, à Nantes, à Lagos, à Kinshasa, que sais-je. On va trouver des processus de développement urbain, des formes architecturales et urbaines, des matériaux, des manières de financer ce développement, des manières de gouverner ces développements, des manières d'organiser les entreprises qui vont être finalement relativement comparables, voire très proches. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le développement des aspects génériques de l'urbanisation. Ce que j'observe sur une histoire relativement brève des villes, mettons 500 ans, en Occident, c'est que les villes étaient rivales. Ça, c'est normal. Elles pouvaient être du reste complémentaires et parfois être associées, coopérer entre elles. Mais elles étaient rivales, c'est-à-dire que chacune avait tendance à s'affirmer dans sa singularité, dans son originalité. Et avec les années qui passent et plus on se rapproche de notre période, plus les rivalités sont toujours autant exacerbées, mais dans la ressemblance et non pas dans la singularité. Donc on voit bien que tout d'un coup, ces villes, sans le vouloir, c'est pas quelqu'un un peu méchant qui dirait « bon, maintenant il y en a marre, on va faire toutes les villes semblables », mais de fait, ces villes vont de plus en plus être parentes d'un point de vue esthétique, avec en plus une idéologie terrible qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui est le fonctionnalisme. Derrière l'attractivité, ça fait une quinzaine d'années en fait, que ce sujet est fortement porté, alors notamment sur l'initiative de Lyon d'ailleurs. Toute la marque Onignon, toute cette stratégie effectivement de cette ville sur comment on est porté, comment on est séduisant vis-à-vis finalement de l'Europe et du monde. C'est comment nous on le traite sur le territoire de Nantes. En fait, le premier sujet, il faut revenir au projet. Et surtout, il faut revenir au projet sur comment finalement une ville est séduisante pour les gens qui y vivent dans un premier temps. Comment finalement on arrive à avoir un développement d'une vie équilibrée. Et puis après, il y a une conséquence qui est, du coup, grâce à ça, entre guillemets, on est séduisant vis-à-vis de l'extérieur. Et après, on met tout en place, entre guillemets, en termes de communication, de marketing, etc. Mais le premier sujet, c'est quel projet on a sur le territoire. On voit dans le marketing qui a beaucoup marqué les années 90-2000 que se faisaient les villes entre elles. Il fallait faire pareil qu'une autre ville. Hein. Une avait son miroir d'eau, il fallait avoir son miroir d'eau. Ou quand une grande métropole faisait tel équipement, on voulait le même. Et ça contribue aussi à la fabrication d'une ville générique. Quand une ville a fait tel type de projet, la voisine a envie d'avoir exactement le même et celle qui est à 600 km a envie d'avoir le même. Alors ça a plein de raisons. Une des raisons, c'est aussi ce partage de l'image qui fait qu'on vit dans une époque d'image où on n'échappe pas à un envahissement de l'image qui fait que c'est aussi très difficile pour un architecte, dans cet envahissement d'images, qui sont toutes pareilles, de se faire violence presque pour se concentrer sur sa propre personnalité et sur une compréhension tout à fait justement intime et personnelle qu'il va avoir d'un site, parce que ce site est à Lille ou il est à Marseille.
C'est une critique qu'on reçoit souvent et on la reçoit bien et qui a été même recritiquée par nos urbanistes en disant on ne veut pas se situer dans un zoo d'architectes. C'est-à-dire qu'ici qu'on a énormément de visites aujourd'hui de tour opérateurs où c'est quand même d'avoir 3 Pritzker. Alors c'est pas quelque chose qu'on recherche, mais d'avoir une galaxie d'architectes qui fabriquent une ville à base d'objets. Ce qui aurait pu être une tentation. On aurait pu continuer sur cette lancée sur la phase 2. Et c'était de s'interroger là-dessus, sur jusqu'où on est allé trop loin. D'ailleurs, on a les mêmes parallèles sur l'environnement. Hein, comment, au calme jeu, on revient à des choses plus durables dans le sens qui ne subiront pas l'effet de mode et qui seront plus durables dans la construction et dans la pérennité des bâtiments, comme la ville du 19e, etc. Donc oui, il y avait un effet marketing urbain et aujourd'hui aussi, les collectivités ont évolué. Lorsque nous attaquons ici côté Rhône et aussi avec le changement d'équipe d'urbanistes qui nous accompagne, Herzog et de Meuron, le discours change un petit peu, s'adapte en disant ici et là aussi on va chercher l'identité lyonnaise, c'est-à-dire qu'on considère que cette partie-là s'adresse à la ville constituée du 19e siècle, qui est une ville blanche, qui est une ville pierreuse et qui est une ville plutôt régulière. Et donc tout un discours qui se traduit dans un master plan qui continue à s'appuyer sur cette trame historique mais qui propose de calmer le jeu. La morphologie urbaine d'un îlot aujourd'hui, c'est effectivement différentes hauteurs, puisqu'on a gardé l'idée que certains bâtiments avaient la hauteur des anciennes halles, puisque certaines sont préservées, donc ça veut dire 2 étages, puis jusqu'à 16 étages, puisque presque tous les îlots, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, vont disposer d'un immeuble de belle hauteur. Donc on va avoir des immeubles de 2, 7, 9 et 16 étages. Donc c'est cette diversité qui est pleinement assumée et qui crée justement cette singularité de la ville. On a une pratique maintenant assez forte qui fait qu'en audition, on détecte assez vite ce qui relève de l'effet de mode et ou ce qui relève de la singularité nantaise ou qualité d'une équipe. Pour autant, quand on travaille dans la singularité, on prend des risques parce qu'on travaille avec des gens qui sont sur des prototypes. Voilà. Donc d'une certaine manière, la ville inventive, la ville qui innove, elle doit porter une part de risque. Voilà. Et je pense qu'à Nantes comme à Lyon, à des degrés divers et selon des histoires qui sont singulières, on reconnaît aux 2 SPL la capacité de pousser les feux sur des innovations technologiques, si on est sur Lyon-Confluence, des innovations d'usage plutôt si on est sur l'île de Nantes. Voilà. On a nos parts de réussite, mais on a aussi nos parts d'échec. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on soit en capacité de justement évaluer ce qui relève de l'échec et pourquoi on a échoué ou on a moitié réussi. Voilà. C'est ce qui est intéressant. Et donc, on est vraiment dans une logique à la fois d'expérimentation, mais aussi d'apprentissage et d'ajustement permanent. C'est ce qui fabriquerait le plus la ville générique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui dans la conception de ces morceaux de ville et qu'on ne retrouvera pas dans la ville qu'on a constituée au 19e. De Port en parle, a théorisé dans un bouquin, en disant on ne fait pas de l'îlot pour faire de l'îlot, mais aujourd'hui, les impératifs, les modes de vie, les modes de travail, l'accès à la lumière, les failles, les vues, ce qui est souhaité aujourd'hui par les gens qui habitent, qui travaillent, ou dans des quartiers, impose ce fractionnement, impose de rompre avec ces alignements, certes peut-être très majestueux, mais c'est vis-à-vis, etc., et de fabriquer une ville qui soit plus diverse. Et donc, naturellement, aménageurs et urbanistes, dans les années 90, sont venus assez vite à ces formes d'îlots, plutôt que aux alignements des PLU classiques qui alignaient des barres sur des rues très longues, avec ces alignements haussmanniens qu'on a pu connaître à Paris.
On n'échappe pas à son époque. On n'échappe pas au mode de construction. On n'échappe pas aux connaissances que, par exemple, les architectes se diffusent les uns les autres. L'architecture, c'est non seulement une pratique, mais c'est ce que l'on sait de ce que font les autres. Et qu'on le veuille ou non, nécessairement, on se rattache à tel ou tel type d'école, par exemple, enfin d'école culturelle, on va dire, manière de faire. La ville, dans toutes les périodes, elle n'a jamais été que le reflet des conditions économiques de sa fabrication. Alors, c'est un peu marxiste ou néo-marxiste, mais Henri Lefebvre, etc. Mais ça reste complètement d'actualité sans jugement, si on se contente d'observer la manière dont se fabrique sous différentes formes la ville aujourd'hui. Ce qui nous amène à parler du macrolot. Et sur l'île de Nantes, on en a fait comme tout le monde. Et c'est vrai que le macrolot est un mode de production qui dérive en ce moment dans beaucoup d'opérations d'aménagement où on passe du macrolot qui va faire, on va dire, entre 10, 15, 20 000 au super macrolot qui dessine pratiquement une seule opération, je dirais, produite et fabriquée par un seul opérateur. Ça, de mon point de vue, c'est une dérive assez dangereuse parce qu'elle va directement dans la case ville générique. Dans notre esprit, il y a deux écueils. De se dire, à partir du moment où nous donnons à fabriquer, y compris avec des cahiers des charges très précis en matière d'orientation programmatique, architecturale, environnementale, un lot de 300 000 m² à un opérateur immobilier privé, moi, je pense qu'on est dans le dessaisissement du métier d'aménageur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on donne les clés du camion à un opérateur privé, ce qui est tout à fait possible. Il y a des opérations privées qui se font. Ce n'était pas le sens de la commande ici. Donc la taille moyenne ici est de 30 m². Pour d'aucuns, ça semblera beaucoup trop. Si on ramène à ce qui est la pratique sur certains macrolots, sur certains quartiers de 300 000, 400 m², moi ça m'effraie un peu en me disant mais là, on n'est plus du tout dans le rôle de l'aménageur qui contrôle au nom et pour le compte de la collectivité le développement de ces îlots. Il faut aussi savoir composer avec les logiques du marché. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire en sorte de travailler à la bonne échelle. Donc ici, assez vite, avec Alain Bertrand, on s'est aperçu qu'il y avait des échelles à partir desquelles mécaniquement et structurellement, on construisait de la ville générique. Voilà. Et la figure du macrolot conduit d'une certaine manière à ça. Sur Prairie-au-Duc, la plus grosse opération, qui était l'opération Illic, fait 22 000 m². Donc à la fois, on a vu l'intérêt de travailler à cette échelle et la complexité des modes opératoires. D'autant plus qu'on avait essayé de travailler sur une logique qui était celle de mutualiser des salles de travail, des salles récréatives, mutualiser des parkings. Entre les intentions d'origine, les résultats qu'on commence à mesurer, on voit la difficulté en fait de construire ou fabriquer une ville des usages. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà. Quand on atteint ces tailles de 20 000, 25 000 m², forcément les agences d'architecture qui vont être jugées capables d'assumer la conception de ces macrolots, ça va réduire très considérablement le nombre d'architectes consultés ou d'agences en capacité de faire, on va dire, et qui fait que là encore, les mêmes agences d'architecture produisent les mêmes formes urbaines à peu près partout où ils sont amenés à intervenir. Ce que nous attendons de ces concepteurs, quand on les consulte et quand on les interroge et quand on les jauge et qu'on les juge, c'est justement de travailler de façon à inscrire leur réflexion dans l'espace urbain particulier où nous sommes, de l'inscrire dans l'histoire, dans la géographie et dans l'identité de la ville là où nous sommes. Et je pense qu'ils sont rompus à cet exercice et ils savent que c'est important pour chaque ville d'avoir son identité et de respecter les lieux. Alors,
Alors on a fait des macro-lots, on les a explorés, et c'est vrai que c'est cet ensemble de constats qui nous a amené à réfléchir là-dessus et à revenir sur la mixité des échelles, le petit, le grand, le moyen, et éviter ces nappes de stationnement qui figent pour, pas l'éternité, mais une période beaucoup plus longue, l'évolution de la ville. Parce que ce qu'on aime bien dans la ville constituée, c'est sa sédimentation, sa stratification, et le fait qu'elle se renouvelle en permanence. Donc il faut qu'on crée les conditions de ça. Ce qui nous a intéressés, enfin ce qui nous a guidés pour la conception du quartier République, c'est que ce ne soit pas la voiture qui dessine la ville. Ça fait un siècle et plus d'un siècle que la voiture dessine la ville, et ça crée des rues, des routes, des boulevards, des alignements, des lignes droites. Ici, on a cherché à ce que ce soit plutôt le piéton, la rencontre, le rez-de-chaussée qui fabrique la ville. Donc on a utilisé cette dimension de 120 par 120 pour travailler sur des blocs dans le quartier République qui sont donc redécoupés par des îlots et à l'intérieur desquels on va trouver des venelles, des placettes, des lieux de vie pour les voisins et les habitants. Donc le travail que l'on a fait, que l'on propose, c'est de rediviser les îlots en parcelles pour que, évidemment, d'abord, il y ait des îlots affectés à des bureaux, enfin des parcelles affectées à des bureaux, des parcelles affectées à des logements, des parcelles affectées à des maisons. On va retrouver une échelle de maisons à l'intérieur de nos blocs, des parcelles affectées à du petit collectif, des parcelles affectées à du plus grand collectif. Donc là aussi, la ville générique, c'est la ville tout le monde pareil. C'est la ville T3 promote. Moi, je dis ça comme ça. Et tout le monde se ressemble sur le trottoir. Donc nous, on veut pas ça. On veut une ville où les gens sont variés, où les familles pourraient avoir envie d'habiter, des personnes âgées aussi, des personnes seules, des étudiants, etc. Donc il faut proposer des typologies et des modes de vie différents. Quand on est dans un quartier de ville, dans un projet urbain, d'une manière générale, mais plus particulièrement comme celui-ci, on s'inscrit dans une continuité. Il y a déjà la première continuité, la ville ancienne. La ville ancienne étant tout le quartier de Sainte-Blandine, derrière les voûtes, et qui était essentiellement un quartier populaire, au sens classique du terme. Plutôt ouvrier, on va dire, et qui était lié d'ailleurs aux industries qui préexistaient sur la presqu'île. Et nous, ce que nous avons pu faire dans un premier temps, ça a été de se poser la question comment raccorder justement cet effet de nouveauté avec son ampleur et ces architectures un peu expressives, on va le dire comme ça, parfois spectaculaires, et de les raccrocher au tissu ancien. Tout le quartier de Sainte-Blandine. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans un petit secteur, quand même pas loin de 100 000 m² de plancher. Mais on a essayé d'y apporter notre sensibilité, qui était une sensibilité à la fois au quartier ancien et au quartier nouveau. Et comment on se met en accord, finalement, dans un désaccord apparent. Ici, on travaille depuis 2002 en tant qu'AMO de développement durable et donc on a un suivi et une évaluation permanente de ce qu'on fait. C'est-à-dire que tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, on se pose, on évalue, on regarde ce qu'on a fait et on regarde ce qu'on a mal fait et on a le droit de s'interroger sur ce qu'on a mal fait. On a droit à l'erreur parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas encore fait et on les évalue pour faire mieux la fois suivante. Donc il y a des choses qu'on a énormément changées entre le début de la ZAC 1, la fin de la ZAC 1 et ce qu'on fait dans la ZAC 2. Voilà. Évidemment qu'il y a des choses qu'on n'avait pas dans les enjeux il y a 17 ans.
on ne composait pas de la même façon. Et du coup, il faut adapter tout ça. Il faut adapter les dimensions. Aujourd'hui, par exemple, un des sujets qui est nécessaire pour nous, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Mais il y a 17 ans, personne n'imaginait un jour devoir employer même ce mot. Donc, même s'il existait, ce n'était pas la question. Mais il n'était pas question d'en parler. La nouvelle façon de faire de l'urbanisme, c'est de regarder le vide et le paysage. Et de ne pas toujours se poser la question de la ville par l'architecture, par le bâti, par les densités, par le nombre de mètres carrés qu'on va créer, mais par le vide et le parcours et les espaces vides et ce qu'on va pouvoir y faire dans les interstices, c'est-à-dire là où on n'habite pas, là où on ne travaille pas, là où plutôt où on circule et là où on va venir le week-end. Donc nous, en faisant le champ, on réfléchit à ces questions-là, on crée un paysage sur 5 hectares, on crée une forêt et ensuite on va construire une partie de cette forêt. On inverse le regard sur la façon de produire la ville et en ça c'est nouveau. Alors nous sommes dans la station Mue, c'est une première étape d'aménagement du champ. Le champ, c'est un territoire que l'on aménage au sud de la deuxième phase du projet Lyon Confluence. Et c'est un projet qui va mettre longtemps à se développer. Et donc, nous avons commencé à aménager une première parcelle pour, comme un puzzle, poser une première pièce de la constitution de ce projet. Donc là, la station Mue, c'est une phase provisoire, mais on sait qu'elle va durer plusieurs années. Donc aujourd'hui, on sent oui qu'il y a je dirais pas un phénomène de mode, mais simplement un intérêt grandissant pour ces démarches-là, d'utilisation temporaire de sites pour que les gens, les citoyens puissent s'approprier ces lieux et enrichir les projets qui se développent sur ce site-là. Et cet endroit nous permet d'être une sorte de laboratoire. Le premier objectif, c'est de partir d'une friche industrielle et de créer de la nature en ville, en ayant une démarche très forte sur la renaturation du site et un changement radical dans le paysage. Le deuxième objectif, c'est qu'en même temps, ce soit un lieu de découverte et d'appropriation par les usagers qui viennent sur un lieu qui leur permette de découvrir le projet, de comprendre et de participer à sa construction. C'est clair que 20 ans après, cette conception même du citoyen dans un projet urbain a été largement modifiée et on travaille beaucoup plus aujourd'hui sur les usages de la ville attendus que sur la forme d'un bâtiment ou son architecture ou sa fonction. L'île de Nantes, c'est qu'il faut laisser à la ville le temps de respirer, de se reposer, d'où tout le travail qu'on a fait à partir des Alstom sur l'urbanisme temporaire, la réinvention d'usage dans des lieux laissés vacants. Et c'est une expérience et une spécificité de la Samoa. Parce que maintenant, on gère 11 sites qui répondent à ces orientations-là. C'est-à-dire se préserver la possibilité d'accueillir dans des sites singuliers et particuliers des collectifs artistiques, culturels, créatifs, d'inventer de nouvelles formes d'économie, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Voilà. Ici, on est dans l'ancienne halle aux fleurs, les anciens grossistes de plantes, et dans une serre, donc ce qui était une serre d'exposition, de vente de plantes. L'axe principal de notre ferme est quand même qu'elle soit pédagogique et qu'elle parle aux habitants, qu'elle invite les citadins à venir voir ce qu'on fait, à venir voir comment on produit en ville pour parler d'agriculture, pour les rapprocher de leur alimentation. Et donc le fait d'être là de manière transitoire nous permet, sans trop d'enjeux, de tester des choses.
La démarche qu'on a réalisée dans le cadre d'Ilotopia, c'est une démarche de concertation à l'échelle de l'île de Nantes, dans un faubourg, donc un quartier populaire. On a largement parlé des aménagements, mais ce qui était central dans un faubourg, c'est la question du travail. Et je me rappelle d'une habitante qui me disait, mais écoutez, arrêtez de nous prendre la tête sur où on va mettre l'aire de pique-nique, arrêtez de nous prendre la tête sur la couleur des bancs. Moi, j'en ai marre de vos espaces contemplatifs. Ce que je veux, c'est du boulot. Ce que je veux, c'est de l'activité. C'est là-dessus que je suis prêt à m'impliquer. Si c'est pour me demander où doit être la table de pique-nique et où il faut mettre le banc pour pouvoir contempler la Loire, j'ai vraiment autre chose à faire. Moi, il faut que je trouve du taf. Et donc, je pense que c'est sur ces petites choses-là qu'il faut s'arrêter. On est finalement dans ces métiers de l'urbanisme terriblement moutonniers. Et alors, de la même façon qu'on se gargarise de coworking, de co-living, etc., arrive le tiers-lieu. On observe avec intérêt, mais attention, c'est tout le nouveau mouvement qui se construit autour du coworking, co-living, Fab Lab, etc., où là aussi on a un certain nombre d'opérateurs qui cochent pour faire plaisir à l'aménageur toute la panoplie de ce qu'il faut pour faire bien. On s'aperçoit aussi que ça peut produire sur le mode de travailler une place pour 6 mètres carrés ou 5 mètres carrés, une relative promiscuité, jusqu'où on va aller. On a vu la faillite de WeWork il n'y a pas longtemps. Donc on se dit, ces modèles-là, dans la mode et dans ce qui va fabriquer vraiment de la ville, c'est pérenne ou pas. Et ici, il y a la chance d'avoir une collectivité qui est très porteuse et sur un territoire qui est jugé très stratégique pour la métropole et qui nous soutient dans cette tempérance de l'appétit des opérateurs immobiliers qui pourraient, si ce n'était pas le cas, se substituer totalement à l'aménageur et faire ici une ville parfaite sur 300 000 m² en cochant toutes les cases, puisque ce qu'on produit aujourd'hui d'une ville smart, d'une ville sobre, d'une ville intelligente, d'une ville qui sont des qualificatifs, parfois un peu creux. Ici, on est dans la réalité des choses. On vit dans une période complètement paradoxale parce que à un moment où on a cette demande citoyenne, je dirais, de la participation des citoyens qui veulent, je dirais, agir sur leur cadre, qui se transforment souvent dans ces grandes métropoles par des villes et des élus qui sont de plus en plus sur cette question d'une ville sur mesure, etc. Et en même temps, sous la pression des modalités économiques de fabrication de la ville, on n'a jamais fabriqué autant de villes génériques et on n'est pas prêt d'arrêter. On est dans une société qui ne tient plus le temps long, je veux dire, donc on est dans l'immédiateté. Moi, je dis toujours que pour fabriquer une ville, faire un espace public, il faut entre 38 et 48 mois. Quoi. Voilà, donc, ce que les gens ont de plus en plus de mal, d'une certaine manière, à concevoir. Hein. Je ne dis pas accepter, mais concevoir. Moi, j'ai l'habitude de dire que le temps est un allié pour un aménageur et pour un promoteur ou un investisseur, c'est un ennemi terrible. Voilà, donc, entre les deux, il faut trouver un juste équilibre. Et moi, je suis le garant du temps long et d'une certaine manière, de l'expérimentation pour construire une ville différente. Voilà. Nous avons montré par un mot combien les progrès de l'uniformisation étaient fatals aux agglomérations urbaines. Il est temps d'insister sur ce point. Car en effet, il faut lutter contre cette tendance qui réduit toutes nos villes
à n'être qu'une copie les unes des autres, les petites singeant maladroitement les grandes. Faisons voir sans cesse au public combien il serait facile, sans gêner en rien les progrès légitimes et désirables, de s'inspirer dans la construction des nouveaux bâtiments, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou d'édifices, de conceptions différentes, pour les rattacher à ces modèles de l'art local ou national qui subsistent encore nombreux, éloquents témoins dont nous savons trop peu écouter le langage. Ce texte date de 1908, il est écrit par Georges de Montonac. Donc ce thème, qui nous semble très contemporain à nous, est déjà quelque chose qui inquiète non seulement des promeneurs attentifs, mais aussi des édiles.